Existons-nous tout simplement parce que l'univers a eu l'habitude de nous, que tout ce que nous pouvons voir n'est qu'en fait une répétition après un saut créatif, une idée, une inspiration, et que cette inspiration, cette créativité s'est répétée assez de fois et qu'elle était assez viable pour se maintenir dans le temps et dans l'espace. Alors pourquoi la nature se répète-t-elle? Pourquoi tous les flocons de neige ont 6 branches? Pourquoi les vols des tourneaux se dessinent-ils des vagues comme les bancs de poissons? Et pourquoi nos habitudes, bonnes ou mauvaises, sont-elles si difficiles à changer? Ces questions, qui semblent pourtant très différentes les unes des autres, ont peut-être une seule et même réponse qui tient dans le mot habitude. Pas seulement la nôtre, mais peut-être celle du monde entier, de l'univers tout en entier. C'est l'idée que je vous propose aujourd'hui d'explorer en mêlant des notions bien établies par la science à d'autres théories qui ont vu le jour au siècle dernier et qui sont toujours aussi passionnantes. Alors, imaginez une casserole d'eau en train de bouillir, des petites bulles se forment, ça semble un peu chaotique au début, et puis tout à coup, ça commence à s'organiser, à se structurer de manière hexagonale. En fait, c'est ce qu'on appelle en physique la théorie du chaos ou de l'auto-organisation. Elle nous dit en fait qu'un système, que ce soit des molécules, une colonie de fourmis, un banc de poissons ou même une société humaine, peut à partir d'un simple désordre faire émerger spontanément de nouvelles structures autour d'un centre, d'un point d'équilibre, autour duquel tout fluctue. Ces structures, elles ne sont pas figées à l'avance. Elles émergent, se stabilisent et parfois, en se stabilisant, elles accélèrent l'apparition de nouvelles structures, un peu comme une réaction en chaîne. Et plus une nouvelle structure apparaît, et plus il est facile d'en faire émerger d'autres. L'ordre peut naître du chaos sans plan établi. Une organisation complexe peut ainsi se maintenir au cours du temps, évoluer, s'adapter et donc exister par miracle, parce que ça semble vraiment un miracle, dans un océan de désordre et de turbulence. Il existe en fait une spontanéité qui est inhérente à la vie, une source de créativité évolutive qui tend vers un but, vers une finalité qui est propre à chaque système d'évolution. Alors, quand une structure émerge, pourquoi prend-elle cette forme précise et pas une autre? Imaginez une bille lâchée dans un bol. Où qu'on la lâche, elle finit toujours par rouler vers le fond. Le fond du bol, c'est ce qu'on appelle l'attracteur. Un point vers lequel le système est naturellement attiré sans pour autant que ce soit programmé à l'avance. C'est ainsi que les physiciens ont nommé attracteur un principe d'attraction, mais pas une finalité. En biologie, on retrouve ce même principe avec le potentiel de la cellule déjà contenu dans son ADN, mais sa forme finale, la façon exacte dont un organisme va se développer n'est pas définie à l'avance. C'est comme si on livrait tous les bons matériaux pour construire une maison sans donner le plan précis, d'où le fait que de vrais jumeaux peuvent être assez différents. Mais alors, question, s'il y a bien une donnée qui définit le potentiel en devenir de tout système organisé, où se trouve cette information? Où est-elle stockée physiquement? Alors, le neuroscientifique Karl Pribram a découpé le cerveau dans tous les sens pour essayer de trouver où se logeaient nos souvenirs et sans jamais trouver un endroit précis. Pour lui, en fait, il en est venu à la conclusion que le cerveau serait une forme d'hologramme, un outil qui extrairait, décoderait et transmettrait des informations brutes qui se trouvent dans une autre dimension, au-delà de l'espace et du temps. Dans les années 80, un biologiste britannique, Rupert Sheldrake, a proposé une idée très intéressante. Et s'il existait des champs d'information, une forme de mémoire collective pour chaque système organisé? Sa théorie s'appelle la résonance morphique. En clair, chaque fois qu'un élément d'un système, un cristal, une plante, un animal, adopte une forme ou un certain comportement, cela laisse une trace invisible, une information accessible à tout élément, tout membre de ce même système. Et plus ce schème de développement se répète, plus il est susceptible de se répéter à nouveau. Même pour d'autres individus ailleurs dans le monde, comme un sillon qui se creuse. En fait, dès qu'on fait partie de ce système, on hérite de toute l'information contenue dans ce système.
Cette information va venir enrichir un champ d'information accessible à tous. Ainsi, le champ est le moyen par lequel les habitudes des espèces animales, végétales, moléculaires se forgent, se préservent, se transmettent, tout en tendant vers l'attracteur, une finalité qui lui est propre. Alors, par exemple, pour citer quelques exemples, pour illustrer son idée, la facilité avec laquelle les nouvelles molécules se cristallisent après de nombreuses années de recherche dès qu'un laboratoire dans le monde y est parvenu. D'où la difficulté d'attribuer en fait la découverte, car l'émergence de nouvelles cristallisations, nouvelles recherches semble se faire un peu spontanément en même temps partout dans le monde. Alors, notre exemple, ce sont les rituels qui suivent des règles très très strictes, qui ont très peu évolué depuis des millénaires, et pour cause, ils ont creusé des sillons très très profonds. Donc, dès qu'on pratique un certain rituel, on éveille la mémoire de ces centaines ou ces milliers d'années qui ont précédé ces rituels. Voilà, ça permet en fait de relier le passé au présent. Et plus un rituel est suivi de manière stricte, plus une prière, par exemple, est répétée avec les mots exacts, plus elle porte la force de la mémoire de tout ce qui s'est construit jusque-là. Donc, plus elle porte la force du chant qui la compose. Chaque lieu possède aussi un esprit, une vibration, une énergie qui lui est propre. Certains lieux en particulier ont une histoire plus marquante, des souvenirs en résonance avec des expériences vécues et parfois répétées, comme des lieux de culte ou certains lieux de massacre. Rupert Sheldrake considère ces lieux comme des champs morphiques dont la résonance sera l'esprit du lieu. Par extension, ce champ, ce lieu, en fait, est rattaché à des champs plus larges, des systèmes comme des systèmes fluviaux, des chaînes de montagnes, ou si vous prenez les lieux de culte, ils peuvent être liés à tous les lieux de culte de la Terre. Donc, même au niveau de la planète, voire si on extrapole au niveau de l'univers. Cela nous permet de percevoir qu'à tout niveau d'organisation, il existe un niveau supérieur qui l'inclut, comme si les champs morphiques étaient imbriqués les uns dans les autres, tels des poupées russes. Cette théorie du champ morphique raconte quelque chose qui résonne avec notre expérience. Plus une chose se répète, plus elle a tendance à se répéter encore. Que ce soit un sillon dans la matière ou simplement un sillon dans notre cerveau, l'idée centrale, c'est que la nature fonctionne par habitude autant que par des lois figées. Dans les années 70, un scientifique, James Lovelock, perçoit la Terre, qu'il nomme Gaïa, comme un organisme géant, vivant, capable de s'autoréguler. Des boucles de rétroaction physique et chimique qui stabilisent le climat, la salinité des océans, l'atmosphère ou les nombreuses inversions des pôles 40 fois ces 20 millions dernières années. On peut observer qu'il existe une interaction entre tous les systèmes de la planète comme un flux d'informations qui circule entre toutes les roches, tous les océans, l'atmosphère, le champ magnétique, etc. Et la Terre a su préserver un environnement propice au développement et à la biodiversité au cours de ces différentes périodes de glaciation, de réchauffement, résistant aux événements cataclysmiques. En suggérant que tout était lié à la naissance de l'univers, on peut étendre la théorie de Lovelock et imaginer l'univers, des galaxies aux plus petites molécules, comme un méga-organisme vivant qui se développe, se forme et crée de nouvelles structures. Alors on retrouve deux grandes idées principales en science. La première, rien ne change vraiment. L'énergie se conserve, les lois de la nature sont éternelles. Vous connaissez le fameux « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». La seconde, tout évolue, tout se transforme, rien n'est figé. Mais alors si tout évoluait, est-ce que les lois naturelles également évolueraient-elles? Et si en fait ces deux idées avaient raison, comment les combiner? Si tout ce que nous pouvons observer dans la nature est le résultat d'habitudes, une fois une habitude bien installée, le système stable, alors un vrai saut créatif peut se produire, une rupture, une nouveauté. Ce saut peut avoir plusieurs origines possibles.
et la science elle-même ne tranche pas. Le pur hasard, c'est l'explication la plus largement admise aujourd'hui. Le hasard, n'est-ce pas aussi ce qu'on ne peut pas aujourd'hui expliquer? Deuxièmement, une forme d'adaptation nécessaire à l'environnement, un processus continu, biologique ou culturel. Ou, troisièmement, l'idée que la nouveauté existerait déjà quelque part au-delà du temps et de l'espace. Une idée en fait qui remonte déjà à Platon. Une fois cette nouveauté apparue, elle est soumise à une forme de sélection naturelle. Seules les formes en harmonie avec leur environnement survivent et se répètent. Il y a une forme de notion d'écologie. Et plus elles se répètent, plus elles s'ancrent, plus elles deviennent des habitudes. Celles qui ont disparu laissent néanmoins une trace qui peut être propice à une réapparition ultérieure quand l'environnement est alors plus propice à son développement. Mais sans créativité, pas de nouvelles habitudes, et sans habitude, la créativité ne peut jamais se stabiliser et cela reste chaotique. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La vie, la matière, nos sociétés et nous-mêmes ne sommes peut-être pas gouvernés que par des lois figées, immuables, mais par des habitudes qui sont sédimentées au fil du temps et qui peuvent à tout moment être bousculées par un saut créatif. L'ordre naît du désordre, les systèmes s'auto-organisent, la répétition renforce les structures. Cette mémoire est littéralement inscrite dans des champs invisibles reliant toutes choses, comme pour l'être humain, le champ de l'inconscient collectif, tel que le définit le psychologue analytique Carl Gustav Jung. Mais une question demeure. Si nos propres habitudes façonnent qui nous sommes, quelles habitudes choisissons-nous consciemment de cultiver? Je vous invite à observer vos propres habitudes, les comportements quotidiens, les petits rituels de la vie, les habitudes de lecture, ces vidéos que vous regardez, que vous écoutez, ce que vous scrollez sur les réseaux sociaux, et même ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, tout ce qui définit à votre place vos manières de penser et d'être. Vous rentrez dans des champs morphiques, comme le démontre si bien l'algorithme des réseaux sociaux qui va vous proposer toujours encore plus de publications similaires jusqu'à ce que vous fassiez un saut créatif, audacieux dans vos habitudes. Vous êtes le résultat de tous ces champs morphiques que vous avez adoptés, familiaux, sociaux, culturels, sportifs, spirituels, intellectuels, émotionnels, énergétiques. Du club de gym, à l'école, à votre nationalité, au travail, à vos systèmes d'amis. En fait, quelles pensées tournent en boucle? De quelle conscience avez-vous et qu'avez-vous choisi de nourrir? Le monde extérieur étant le reflet direct de votre monde intérieur, portez l'attention sur ce qui se répète dans votre vie et vous pourrez enfin agir pour un monde plus écologique pour vous. Merci.